Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 9 septembre, il est 15 h et les marchés se remettent doucement de leur fin de semaine un peu sur fond de contre-pied. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et c'est tant mieux. Merci de penser à liker, à partager et à valoriser, ça permet de valoriser ce contenu. Et évidemment de nous permettre de continuer à vous le proposer, bien entendu. Pensez aussi à vous abonner à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels on essaye de faire des mises à jour de marché, d'informations, et puis pour ma part notamment du suivi de la position ouverte sur les marchés d'arrivée. Ça a été un élément intéressant la semaine dernière. En effet, mardi et mercredi, on a vu au cours de la baisse enregistrée sur les indices européens, augmentation de la pression baissière, franchement sur le CAC 40 dans un premier temps, un peu moins franchement sur l'Eurostock dans un second temps, mais l'Eurostock s'est bien rattrapé vendredi, malheureusement, manifestement, puisque la position ouverte a augmenté de, je vérifie, les chiffres, 5,5% sur l'Eurostox, pour une baisse de 1,66. Alors on dit toujours qu'il y a une part de technique dans ces augmentations de position ouverte. Il n'empêche qu'on n'avait pas vu de baisse de 1,5%, enfin 66% depuis longtemps sur l'Eurostox, et encore moins d'ouverture de position ouverte de 5,5%. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on n'a pas eu de phénomène comme ça. Donc il y a quand même une création de pression baissière, d'intérêt baissier, là où les vendeurs étaient plus timides à se manifester. Manifestement, là c'est le cas, et il y a une accélération baissière sur le CAC 40 aussi. Et donc sur l'Eurostock, je regardais les chiffres. Depuis le rebond à 4973 du 2 septembre, on a perdu donc sur l'Eurostox 4,73%. La position ouverte sur l'Eurostox futur, elle a augmenté de 8,39%. Ça fait près de 200 000 contrats futurs. C'est pas mal, il y a quelque chose qui se passe quand même, et on l'a vu sous forme de contre-pied. Donc voilà les conséquences, comme on l'avait évoqué nettement et largement ensemble, d'un marché mal construit, pas étayé. L'intérêt peut toujours arriver, mais le risque, c'est qu'à la moindre déception, moindre grain de sable, eh bien, ça accélère à la baisse. Du côté des couvertures, les portefeuilles ont été couverts à nouveau. On parlait de complaisance à nouveau, de couverture qui était de changement de consensus assez rapide. Ça a tourné pas mal et est devenu un peu trop optimiste. De ce côté-là, on s'est pas mal rattrapé. Le niveau de couverture a été rehaussé. On a aussi rallié des niveaux sur lesquels il y avait plus de protection dans les portefeuilles liés au stress précédent. Donc on est dans un contexte où on a cet amortisseur, cette zone d'amortisseur qu'on va aller voir qu'on va retrouver sur les indices graphiquement, qui sont vraiment des niveaux à ne pas rompre, qui nous permettent pour l'instant de rebondir un peu mollement, et en tout cas de limiter l'accélération baissière. Il reste qu'on a quand même pour l'instant des vendeurs qui ont la main, des niveaux de tentatives de stabilisation ou de réactivation haussière qui sont rompus, des configurations qui ne sont pas terribles en Europe. Il faut dire qu'on n'a pas la même configuration aux États-Unis sur les marchés américains. Au cours de la baisse, on n'a pas de pression baissière qui se met en place. D'ailleurs, le mouvement de baisse de la semaine dernière, même s'il est important sur les indices, ne se fait pas avec des volumes très très lourds. C'est pas le cas en Europe, où là, cette fois-ci, les volumes sont plus lourds dans les mouvements de baisse, franchement, et il n'y avait vraiment aucun soutien dans les mouvements de rebond. On va aller voir quelques éléments de ce côté-là. Le calendrier pour la semaine, ce soir, il y a Oracle qui va publier aux États-Unis. Demain, mardi, les chiffres d'inflation en Allemagne. Mercredi, ce sera les chiffres d'inflation, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Ça fait partie des éléments qu'on considère comme un peu canalisés pour le moment. En tout cas, moi, je reste quand même vigilant et je pense que ce sujet reviendra sur le tapis par la suite, mais c'est moins le cas pour l'instant. Jeudi, réunion de la BCE. Baisse de taux de la BCE probable pour continuer dans le rythme de baisse de taux qu'elle avait lancé. Adobe qui publiera jeudi soir aux États-Unis, et puis les chiffres d'inflation en France vendredi. Donc des éléments intéressants de ce côté-là. La vraie question du marché, c'est évidemment la réaction par rapport à l'activité aux États-Unis. Les chiffres de l'emploi sont sortis mauvais la semaine dernière, tout au long de la semaine, confirmés par le dernier chiffre, les fameux NFP. Au début, on a cru que les investisseurs avaient bien digéré la nouvelle d'un ralentissement du nombre de créations d'emplois parce qu'on était préparé avec les autres chiffres, et puis finalement, ça s'est terminé quand même sous forme de contre-pied assez marqué tout au long de la séance, et donc, il y a une inquiétude. Alors, le consensus semble être établi maintenant, 50-50%, donc moitié-moitié, pour une baisse de 25 points de base des taux de base aux États-Unis, ou 50 points de base. Apparemment, c'est moitié-moitié pour les opérateurs. Reste que, il semblerait que si l'annonce de Jerome Powell au cours de la réunion de la Fed dans 10 jours, ce sera le 18 septembre,
et si Jérôme Powell annonce 50 points de taux de base de baisse, le marché peut très mal le prendre parce que considérer qu'ils sont en retard. Et donc, il y a un vrai risque là-dessus. Donc, attention à ce consensus qui peut paraître un chiffre comme ça plutôt acquis, et donc considérer qu'on s'y attend. Moi, je penche pour le fait qu'effectivement, si c'est l'annonce qui est faite par la Fed, 50 points de baisse, ça pourrait déclencher un mouvement de baisse complémentaire sur les marchés qui considérait que la Fed est donc en retard. Donc, attention à ces éléments à surveiller de près, et c'est vraiment le calendrier qui va être les éléments qui vont être le plus importants, bien entendu, pour les jours ou pour les semaines qui viennent. Donc une semaine peut-être de sursis, encore qu'on voit qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Alors j'ai quand même décidé d'orienter cette vidéo sous forme de trouver des valeurs d'intérêt, des valeurs qui tiennent mieux que le reste, d'essayer de commencer à regarder des choses, mais la vague de Wolf sur l'indice CAC 40 reste encore valide, les niveaux d'alerte sont proches, d'alerte majeures sont proches, et on a de quoi s'inquiéter en Europe pour les jours ou pour les semaines qui viennent, parce que la configuration est dégradée, et autant je commençais à vous dire, bon, peut-être que la vague de Wolf prend un peu de plomb dans l'aile, mais elle n'est pas invalidée, autant la construction du rebond final, et puis les mouvements de baisse de la semaine dernière, confirment que rien n'est à écarter dans ce contexte. Alors on va aller regarder quelques indices comme d'habitude. On va commencer par notre S&P 500 en graphique hebdomadaire. Les choses sont bien éloquentes, hein. On a buté contre ce niveau de résistance majeur, je vais enlever l'intermédiaire au-dessus, à 5638, 5615 en dessous, est un intermédiaire aussi pas déterminant. On avait ce petit pendu, ça s'est traduit par une accélération baissière derrière, bien marquée. On s'arrête au-delà, un tout petit peu en deçà du support intermédiaire à 410, on est à 5408 en clôture vendredi soir, dans, il faut le dire, des volumes sur la séance qui sont moins importants que ceux qu'on avait connus dans cette séquence baissière-là. Donc il y a un petit sell-off, un petit contre-pied, mais il est peut-être moins important, et c'est ce qui me fait dire qu'on est peut-être moins en risque sur les marchés américains. Alors l'alerte de court terme, elle est pour moi à 5346. On pourrait discuter des niveaux d'alerte. Il y a cette zone-là aussi, 263-233, qui est vraiment importante. Pour moi, on avait construit quelque chose autour de ces niveaux-là, et le range, je l'ai établi entre 5346 et 5733. Ce qui compte, c'est pas tant les niveaux d'alerte que d'avoir les niveaux de support et de résistance. Et ben voilà, en parlant de ça, une petite alerte qui s'est déclenchée pendant qu'on se parlait. Donc 5346, premier niveau, il y a encore cette zone 233-263 qui est clé, mais à mon avis, si on repasse en dessous, on a des chances d'aller chercher donc 5110 et pourquoi pas 4957. Ce serait quand même un très mauvais signal globalement, puisqu'on rappelle que la borne basse du canal haussier de long terme, elle est située entre un peu en dessous des 4800 points, et donc avec proche des niveaux d'alerte de moyen terme. Je ne vois pas les indices américains aller jusque-là pour l'instant, mais sait-on jamais, il faut quand même surveiller les choses de près. De ce côté-là, on va aller voir alors, on va regarder, on va zoomer un peu sur le S&P, parce que, comme on le pensait, il a été comblé, cet énorme gap en haut de marché, pas sous forme d'island reversal, tranquillement, au début, avec une accélération baissière, encore une fois, avec des volumes qui ne sont pas gigantesque. On a sous les pieds ce petit gap là qui est plus important psychologiquement, parce que c'est celui au-delà duquel on a formé l'island reversal, c'est celui au-delà duquel on a réactivé une dynamique haussière. Vous vous souvenez, cette gap baissier ici, gap haussier là, et donc ça formait cet island reversal qui permettait de réactiver la dynamique haussière. On n'est pas loin. Alors on peut aller tester cette zone-là, 346, 410, aller tester cette zone de gap qui va être forcément bien identifiée par le marché. Plus bas, on a 376, plus haut, 371,20, c'est un tout petit gap, 5 points, mais cette zone-là, elle va être importante pour le S&P dans ce début de semaine. Ne pas se réinstaller en dessous, ce serait quand même pas mal en clôture, et limiter le risque baissier. C'est pour ça qu'en dessous de 346, à mon avis, les chances de réaccélérer plus fortement à la baisse sont prioritaires, majoritaires. Pour l'instant, à voir, et peut-être un peu de prudence, mais pas encore de niveau majeur enfoncé. Sur le Nasdaq, eh bien, c'est un peu différent. Nasdaq, on a une réaction baissière qui est forte, mais alors encore une fois, les volumes sont plus faibles dans cette séquence baissière, et dans cette séquence baissière-là, qu'on a entamée à partir du 22 août, même si le mouvement de sell-off est un peu marqué, on revient, et c'était un peu notre idée, avec le risque de les retester, la borne basse du canal haussier de long terme. Là, je vais dézoomer en hebdo sur le Nasdaq. On avait indiqué ce canal haussier depuis longtemps, borne basse ici, tester un peu là, ici encore, je l'avais laissé, même si les mèches ont été, même si les corps ont été testés, puisque en journalier, ça fonctionnait assez bien. On l'avait indiqué ici, 2 fois testé là,
Et de la même façon, vous voyez qu'on s'était articulé, les mèches et les bougies s'étaient articulées autour. Donc pour l'instant, je le garde comme ça, ce canal, ici, et donc le niveau de 18 322 va être vraiment important. On avait dessiné un petit canal baissier qui a été enfoncé, c'était la possibilité d'indiquer une consolidation un peu propre. Pour l'instant, elle a un peu accéléré, il y a un petit sell-off. Donc peut-être avec moins de volume qu'on est proche de niveau de la consolidation optimale sur le Nasdaq. Après, on peut continuer un peu plus bas, bien entendu. Hein, c'est une oblique, c'est toujours des niveaux qui sont à tester. Et puis on a toute cette zone-là. Là, je vais dézoomer à nouveau en hebdomadaire. On a toute cette zone-là. Donc ça c'est très dérange. On a toute cette zone-là hein, qui peut être testée, 17 440, 18 322. Le Nasdaq peut se réappuyer là-dedans. Pourquoi pas jusqu'à 16 970 sans, encore une fois, remettre en cause la tendance de fond. En dessous, ce serait beaucoup plus gênant. Pour moi, l'alerte de court terme est rompue, cette fois-ci, 18 900. On est repassé en dessous en clôture hebdomadaire. Le canal haussier est en balance. On va voir les niveaux et les intérêts. Encore une fois, cette absence de pression baissière sur les marchés dérivés, ces volumes qui sont moins importants dans le mouvement de baisse, et puis des niveaux techniques intéressants peut-être qui commencent à poindre sur certaines valeurs. On va aller jeter un œil sur notre benchmark Nvidia, encore que, comme je vous l'indiquais, Nvidia, il faut la regarder avec un peu de recul maintenant, parce que c'est la valeur émotionnelle. Il y a l'aspect spéculatif qui joue aussi énormément sur ce titre. On a clôturé sous 106,30 la semaine dernière, avec des volumes qui se sont calmés un petit peu aussi dans le mouvement de baisse. Encore une fois, l'aspect technique, hein. Je le rappelle, j'insiste dessus, parce que il faut vraiment le comprendre, 300 milliards de dollars de positions ouvertes sur les options sur Nvidia, ça fait que quand tout le monde est quasiment majoritairement d'accord dans le consensus sur une hausse complémentaire, quels que soient les résultats qu'elle ait publiés, elle ne peut pas aller plus haut, et le moindre grain de sable déclenche un mouvement de consolidation. Et pour moi, c'est plus ce phénomène technique-là auquel on assiste sur une valeur comme Nvidia pour l'instant. Donc, et donc, par définition, sur le reste du Nasdaq, qui est éclaboussé, si on peut dire, par le problème en question. Maintenant, c'est pas la même configuration et le même schéma en Europe. Et j'aime bien que les indices soient harmonieux. Et là, on ne peut pas dire que ce soit franchement le cas. Si on va regarder l'Eurostoxx 50, on a un indice Eurostoxx 50 qui avait tenté de redéborder la zone 4812, 4915. Quelques jours, hein, plusieurs fois, avec avalement baissier, on l'avait détecté, gap baissier, on savait que ce n'était pas un bon signal, on en avait parlé ensemble des jeudis, et puis l'accélération baissière se poursuit. Là, on n'arrive pas à reconstruire. Aujourd'hui, on a peut-être ce harami, et encore, il n'est pas terrible maintenant, qui se met en place, une grande bougie rouge, avec une petite bougie qui se place à l'intérieur, en bas ou au milieu de la grande bougie précédente. Ça peut être un harami, donc une tentative de rebond, pourquoi pas. Maintenant, les niveaux, vous les connaissez, et puis le marché les a bien identifiés, 4812, 4880, 4915, ça sont vraiment les plafonds à franchir. On a cette oblique baissière qui a été identifiée, pas loin en tout cas, vendredi, puisque au plus haut on était monté à 4829, elle est située à 4827. Donc ça c'est vraiment la zone clé à tester et à déterminer, pour déterminer si on neutralise la baisse une fois encore, 4812, et pour la semaine, donc 4827 sur l'Eurostoxx. Tant qu'on est en dessous, ça n'est pas un bon signal. Ce qui n'est pas terrible non plus. Vous avez les niveaux suivants, hein. On est repassé pour moi dans le range 880, 636. On a des chances de repasser dans cette zone-là et de travailler cette zone-là pendant quelques jours encore, avant de refaire quelque chose de nouveau. Hein. Encore une fois, cette invalidation, c'est un vrai signal d'un coup d'arrêt dans le rebond. On a déjà consolidé une bonne partie du rebond, et peut-être qu'on va pouvoir recréer de l'intérêt sur ces niveaux-là. On est un peu en balance à nouveau, mais les signaux ne sont pas excellents, et notamment si on retourne voir un indice comme le Nasdaq. Alors, je ne suis pas économiste. Maintenant, je sais que la situation en Allemagne économiquement n'est pas géniale, et l'indice est quand même sur des plus hauts. Alors, moi, je me préoccupe peu de ça, mais ça fait un élément complémentaire de plus, en plus de signaux qui ne sont pas excellents. Et on a eu quand même donc cette structure la semaine dernière, cette bougie. Alors, je vérifie quand même, pour pas vous dire de bêtises, mais 913, 906, on a bien eu un avalement baissier en hebdomadaire sur le DAX la semaine dernière. La bougie de la semaine du 2 septembre ayant englobé celle de la semaine du 26 août, avec des volumes un peu plus forts que dans le mouvement de hausse précédent, mais il faut dire qu'ils ne sont pas des volumes gigantesques. En revanche, on le disait, la position ouverte sur l'Eurostoxx s'est étayée, étoffée avec le mouvement de baisse. On est repassé sous des niveaux d'alerte importants, et puis cet échec du DAX à franchir et à aller tester des plus hauts, cette grosse invalidation, c'est quand même au moins un signal de coup d'arrêt dans une tendance
haussière, et autant la poursuite d'un parcours haussier, les débordements de résistance majeure, 18 794 était vraiment un niveau clé. Le fait de s'installer au-dessus en clôture hebdomadaire le 26 août et de ne pas réussir, de tenter une ouverture plus haut, de clôturer nettement plus bas la semaine dernière, indique un vrai échec et un vrai signe de faiblesse. Donc on a des risques clairement de ce côté-là, d'autant plus qu'on avait, si on regarde en journalier, eh bien cet avalement baissier, gap baissier, des tentatives de rebond à l'intérieur du gap, mais sans parvenir à le combler, accélération baissière, et puis on a peut-être aujourd'hui, comme sur le Rostock, ce petit harami qui peut entraîner des mouvements de rebond. Alors pourquoi pas d'aller tester ces niveaux, d'aller tester la zone du gap ici, puis on a aussi cette Island Reversal, gap haussier ici et gap baissier de l'autre côté. Je le marque un peu plus précisément que vous le voyez bien, un gap ici et gap là. Donc Island Reversal en haut de marché avec avalement baissier, avec un pendu, avec une étoile filante juste avant, avec des volumes en hausse. On a beaucoup de signaux qui nous indiquaient que la baisse était probable. Alors encore une fois, ce petit harami peut conduire à rebondir un peu, à aller chercher des niveaux jusqu'au niveau du gap, 18 672, pourquoi pas. Ça doit être le plus haut, voilà, 677. On peut même rebondir jusque là, même aller tester la zone du gap, et pour rebaisser ensuite. Pas sûr qu'on ait le momentum pour le faire, les opérateurs sont un peu sonnés du contre-pied de la baisse de la semaine dernière. On est un peu en stand-by et on voit qu'on ne se jette pas sur le papier aujourd'hui, même s'il y a quelques éléments complémentaires. Donc prudence, encore et toujours sur ce marché. On va aller voir notre futur CAC 40 en 14 heures. Lui, il est arrivé dans des zones charnières, des zones clés. J'ai pas retrouvé mon oblique baissière de long terme. Pour moi, on n'est pas allé la chercher, celle qu'on avait testée depuis le mois de mai, plusieurs fois, 5 fois, qu'on avait... j'ai enlevé une ellipse ici, mais elle était valable aussi là. On a débordé ce niveau, et puis on n'est pas encore repassé en dessous. Reste que, pour moi, on était revenu à l'intérieur de cette zone de neutralisation, et je vous disais, c'est là où on n'est pas sorti du risque, mais on repasse dans la zone qui avait été la zone test de tout le mois de juin jusqu'à fin juillet, après l'annonce de la dissolution, où on était en situation d'attente, et on avait réintégré ce niveau pendant quelques séances. Là, on repasse en dessous, de façon parfaitement technique, bien identifiée, 7556,5. On rouvre en dessous, on accélère à la baisse, on se recale un cran plus bas, dans un trading range qui est donc à nouveau 7263 en bas, 7556 en haut. Je vous ai laissé quelques intermédiaires importants à l'intérieur, et on est collé à la médiane, on n'accélère pas à la baisse, mais l'invalidation et l'incapacité à préserver ce range 556, 797 est un mauvais signal. L'ouverture en dessous et le gap qui est sur le cash, il est comblé sur le futur, mais le gap qui reste sur le cash est vraiment un plafond de verre. Tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, on a toutes les chances de continuer à la baisse, et on peut même abaisser notre niveau de réactivation haussière dans la zone 483-520. Si on réussissait à réintégrer ces niveaux-là, on pourrait se poser des questions, mais pour l'instant on n'y est pas, et on voit que la tentative de petit rebond de ce matin est quand même molle, même si on a aussi cette petite configuration possible en harami pour aller chercher des modestes rebonds, mais c'est plutôt le sens vendeur qu'il faut privilégier, à mon avis, sur l'indice CAC 40, tant qu'on est en dessous de cette zone 483-556. C'est un peu large, mais on l'a baissé d'un cran. Donc, bien sûr, le risque, et c'est la médiane 7399,5, on l'a enfoncé vendredi en clôture, on s'est approché du niveau de support 333,5, l'alerte vraiment 263, si on repasse sous ce niveau-là, c'est vraiment un mauvais signal. Ça veut dire que tout ce qu'on a essayé de construire, je gomme un peu cette partie-là qui était une partie de contre-pied, de tentative, etc. Mais pour moi, c'est à partir de là où on a commencé à construire un rebond, et 263, si on repasse en dessous, c'est réactivation de la dynamique baissière, et c'est là où notre risque, et je vous remets le CAC 40 cash en mensuel, notre risque est important sur d'aller chercher notre cible aux alentours de... Alors pour le mois en question, c'est sur la vague de Wolf, 6455. Ça reste donc d'actualité, même si, encore une fois, difficile de voir ce qui pourrait déclencher un scénario aussi baissier. Enfin, si, on a évoqué quelques éléments de déception possible pour les opérateurs. Le CAC est quand même bien déserté, il y a beaucoup moins de volume, quel que soit le sens. Les configurations graphiques ne sont pas excellentes, et on a toujours donc ce risque majeur. Il faut repasser au moins, on le disait, 7007, 7000, presque 8, ouais, 7008, pour neutraliser cette oblique ici, formée par les points 1 et 3, réintégrée en 5, et tenter de réactiver quelque chose. On a fait même une fausse sortie au-delà de ce niveau oblique
Là, on pourrait le réajuster comme ça maintenant, mais peu importe les obliques, il va falloir vraiment redéborder ces niveaux-là pour invalider le mouvement, ou en tout cas stabiliser, construire quelque chose de nouveau, mais au mieux, ce serait long. Sinon, ben voilà, sous 376, CAC 40 cash, on a des chances de continuer à accélérer à la baisse. 7050 a été bien identifié par tout le monde. Je crains que ce ne soit pas suffisant pour bloquer le marché dans ses velléités baissières dans ce cas-là, et qu'on aille chercher, pourquoi pas, 6830, et puis la cible 6455 pour ce mois-ci, dans la vague de Wolf, et la borne basse du canal haussier de long terme, pourquoi pas. Donc on a un risque qui est important, on est encore en balance, et bien les choses ne sont pas écrites, évidemment, mais on a quand même cette configuration d'échec avec des volumes, même s'ils sont faibles, qui restent quand même plus lourds dans les mouvements de baisse, systématiquement sur le CAC 40. On va aller voir quelques configurations de valeurs. Je vous ai dit que j'allais vous montrer quelques configurations favorables, bien entendu. On va quand même aller voir nos benchmarks qui nous servent de points de repère et qui, on les avait commentés ensemble, nous avaient permis de douter du rebond, et à juste titre. On a Airbus. Alors, Airbus, comportement technique parfait, c'est pour ça qu'elle nous sert de benchmark. Rupture de 142, on l'avait commenté ensemble. Trading range 142, 128, 34. Je crois qu'elle a clôturé la semaine dernière à 128, 34. Vous voyez la technicité, la perfection des niveaux identifiés par le marché. On a clôturé pile sur ce niveau-là. Peut-être un petit harami, encore une fois, pour tenter un rebond sur Airbus, et aller chercher des niveaux aux alentours de 135,10. On a encore une dizaine de jours avant la Fed. Et puis bien sûr la BCE jeudi, mais on a une dizaine de jours avant la Fed, donc pourquoi pas des petits rebonds. Et encore, mais le niveau d'alerte et de réactivation baissière sur Airbus, il est très très bien identifié. Alors c'est intéressant aussi de voir ce comportement quand le marché est aussi technique, aussi précis. Il respecte les niveaux de support et de résistance au point près. On les avait, on en a parlé dans la vidéo la semaine dernière, donc vous les avez. Je ne les ai pas changés pour aujourd'hui. 128,34, c'est un niveau qui est bien identifié par le marché. Le fait est que si ça s'arrête de façon très propre sur ce niveau-là, c'est que le marché reste encore technique. Donc on n'a pas eu de sell-off. Et pour moi, tant qu'on n'a pas eu un sell-off, un mouvement de panique, un mouvement de capitulation des opérateurs, on n'a pas eu la possibilité de reconstruire quelque chose de solide. Donc ça aussi, ça va être à observer. C'est un petit commentaire à part, mais ça fait partie des choses. Pour l'instant, même si ça baisse, c'est propre encore, et ça peut rester comme ça, mais il y a un risque complémentaire. Je voulais vous montrer aussi Hermès. On avait détecté il y a quelque temps une très grosse vague de Wolf sur le titre Hermès en mensuel. J'y croyais pas franchement pour ce titre-là. Force est de constater que bien le scénario est possible. Vague 1 de hausse, ça date de 2021, 2 de baisse, 3 de hausse, 4 de baisse, 5 de hausse, et on réintègre cette vague de Wolf ici. Et donc la cible, c'est la ligne tracée entre le point 1 et le point 4 ici, donc des niveaux aux alentours de 1612 sur Hermès. Alors évidemment, maintenant, ça paraît plus possible, plus plausible comme scénario. Ça fait encore une quinzaine de pourcents de baisse pour Hermès. Mais donc, et ça a été le scénario d'une baisse complémentaire sur les indices. Pour l'instant, on préserve 1898, niveau de support majeur sur le titre. J'ai fait un graphique simplifié ici avec des supports et des résistances, juste sans leur donner des gradations. Mais voilà, donc pour vous dire que même Hermès, même la Star, donne des signaux de faiblesse. Alors on va passer quand même à des choses un peu plus sympas, un peu plus positives, parce qu'il y a des choses constructives et à regarder dans ce marché, même si on peut baisser un peu fort sur le CAC 40. On a toujours notre titre Accor qui se comporte bien, on l'avait indiqué il y a quelques temps, on est rentré sur le titre au début de son rebond. Voilà, elle continue à avoir un parcours haussier, elle fait partie des valeurs qui rebondissent de 1,64% dans ce mouvement de rebond aujourd'hui, et puis on voit que la baisse a été modeste la semaine dernière. On est sur un graphique hebdomadaire. Je rappelle que les cibles, c'est autour de 40,76 les premières, 44,32, 46,58. Il y a encore un bon potentiel haussier pour un titre qui sort d'une longue latéralisation, et qui a eu un comportement assez propre et qui est plus forte que le reste des valeurs en ce moment. Donc ça fait partie des titres à regarder. On avait aussi pris des petites positions sur Edenred. On surveille cette possible vague de Wolf, vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5 de baisse, et on tente de réintégrer pour l'instant cette oblique. Et vous voyez que pour l'instant le marché l'observe. Si on regarde en journalier, je vous l'avais détaillé ici, vague 1, 2, 3, 4, 5 qui serait ici, et pour l'instant on est en train d'essayer de réintégrer le niveau. Pas très dynamique, mais bon, il faut dire que le marché est lourd à surveiller sur un titre qui est en retard encore une fois, et peut-être des choses intéressantes. On avait évoqué, on est rentré sur Elior
ça se passe mieux que le reste du marché, ça n'est pas encore très dynamique, on va se mettre en hebdomadaire, mais ça construit. Voilà, bougie d'indécision la semaine dernière, mais aujourd'hui on repaye, elle reprend 5%, sous des niveaux de 3,50 avec 3,68 comme dernier intermédiaire, et puis ensuite, pourquoi pas, aller chercher 3,96,4, et 4,83, 5,48, et puis 6,12, grosse sortie d'une congestion qui date de 2022 maintenant, entre 1,78 et 3,96,4. C'est une baisse de très long terme, hein. Quand on dézoome, il y a une recovery importante possible, liée au fait que le titre est nettement sous-performé, mais pour l'instant, c'est plutôt mieux. Je voulais vous montrer bioMérieux, sur laquelle on était rentré à titre spéculatif. On est sorti probablement trop tôt, mais la configuration est intéressante, elle surperforme aussi. Le news flow est bon, évidemment, pour le titre aussi. Elle sort de sa congestion 88,07, 105. Elle se réinstalle au-dessus de 105 pour l'instant. Les chances de rallier 121,40, 123,60 sont majoritaires tant qu'on est au-dessus de ce niveau de 105 graphique hebdomadaire. Donc voilà un titre qui se comporte bien dans le marché actuel, avec des volumes qui sont un peu plus étayés aussi, donc il y a des choses à regarder de ce côté-là. Je voulais vous montrer ensuite deux valeurs du côté des semi-conducteurs qu'on avait travaillé auparavant, et peut-être des niveaux qui commencent à être à surveiller. Là on a BE Semiconductors qui a été chercher un niveau de support majeur à 91,60 qui avait rebondi, qui est bloqué donc entre 91,60 et 123,28, c'est large, hein, pour l'instant, mais on a peut-être aussi sur le titre à confirmer en clôture, alors ça c'est de l'hebdomadaire, mais en clôture journalière, une petite configuration qui permettrait un rebond, et de quoi construire. Alors je ne dis pas qu'on est haussier sur le titre, on n'a pas de signal d'achat encore, mais on s'est arrêté de baisser au-delà d'un niveau majeur. On a peut-être une zone de construction pour retrouver de l'intérêt sur un titre qui est effectivement sorti de son canal haussier de long terme, qui a accéléré franchement à la baisse, mais qui peut-être retrouve des niveaux de stabilisation, et on a quand même cette grande bougie verte de rebond, et donc une zone à construire et à observer. Le schéma est plus intéressant à mon sens encore sur un titre comme ASML. Un très beau parcours haussier, on va se mettre en hebdomadaire sur ASML, ça va être plus lisible. Voilà. ASML, j'avais regardé les niveaux donc de son rebond, hein, depuis 2022 jusqu'à son point haut du mois de juillet dernier. Accélération baissière marquée, et on revient tester ce gros niveau. Je pourrais l'épaissir. 691,20. Encore une fois, hein, un achat fort sur le niveau actuel, je ne suis pas certain, d'autant plus que la petite bougie de Harami qui était visible parce qu'on était en légère hausse est plutôt en train de tourner dans le rouge, mais encore une fois, petite bougie avec un grand corps derrière, ça se regarde, et c'est surtout que on a corrigé on arrive dans la zone de correction de 50 à 61-80% de retracement de Fibonacci de toute cette hausse, et donc on arrive dans des zones de peut-être consolidation, latéralisation. Donc encore une fois, pas un signal d'achat fort, mais des consolidations qui ont été quand même importantes, hein. 50% de consolidation sur un titre comme ASML qui commence à reconstruire, qui commence à peut-être donner des choses. Par la suite, il va falloir regarder, mais ça s'observe ces zones-là, et on va peut-être pouvoir construire. Alors ça fait encore 10% de baisse potentielle, hein, ça étaye toujours notre scénario d'une baisse complémentaire des indices européens, mais il y a quand même un risque, bien sûr, à la baisse encore, de ne pas se précipiter, mais de surveiller la réaction de ces titres-là dans ce contexte qui est un peu lourd. Voilà ce que je voulais vous montrer du côté de ces éléments. Côté des matières premières, on n'a pas grand-chose à dire, c'est que ça reste quand même assez plombé. Le Como ne donne pas de signe de retournement haussier, il préserve pour l'instant son support de 20,62, et on est voilà, sans grosse tendance, avec pas de mouvement particulier. J'ai rien vu de spécial du côté des matières premières à vous donner. On voit que sur l'or, ça patine un peu. Attention à ce possible retracement sur l'or un peu. Toujours en cours, même si on n'a pas beaucoup de momentum dans l'immédiat. Pour moi, ça reste aussi à long terme. Peut-être un peu plus fragile à court terme. Sur l'argent, on est placé autour de 28,13. Pareil, pas de momentum fort, pas de tendance forte. 26,40, 28,13, pour moi, c'est toujours un niveau d'accumulation de long terme. Une longue consolidation, hein, mais le parcours aussi a été fort avant. Donc, à surveiller, mais il n'y a pas de risque majeur à la baisse, à mon avis, sur l'argent. Je vous montre du bout du clic le cuivre
qui réagit un petit peu, mais encore une fois sur un niveau de support. On regarde cette oblique haussière qui était en test. Pour l'instant, le cuivre n'a pas franchement rebondi, il n'y a pas de réactivation haussière, mais on arrête de baisser au-delà de ce support 3,96, notre niveau stop dans la stratégie spéculative qu'on a monté avec nos amis de BNP YouTube, 100% marché, Laurent et Falco, mais voilà, un peu d'indécision sur le cuivre. Vous voyez, il n'y a pas encore de grosses choses à faire, c'est pour ça que j'insiste pas tellement là-dessus. Un dernier élément que je voulais vous montrer, c'était le CAC Small. CAC Small, voilà où il en est à mon sens. Il y avait une grande oblique baissière de long terme, tentative de débordement, réaccélération, on a aussi les autour. On essaye de s'accrocher au-dessus, mais pour l'instant, ça reste quand même baissier, sans gros momentum, et c'est bien pour dire qu'il n'y a pas grand-chose et grande initiative à prendre dans ce marché pour l'instant. Prudence, avec des risques de retracer qui sont quand même exacerbés maintenant, et donc des extrêmes que vous connaissez, puisqu'on les a observés ensemble. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. On se retrouve tout au long de la semaine pour nos différents rendez-vous, et je vous tiens au courant de l'évolution de la position ouverte sur mon compte Twitter. Qu'on voit bien si cette position ouverte diminue dans la baisse, ou si on retrouve un semblant d'intérêt acheteur, pourquoi pas. En tout cas, s'il y a des changements de ce côté-là pour considérer que le mouvement de baisse se canalise, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.